Et si je vous disais que la plus grande victoire que vous avez vue hier faisait en réalité partie du plan? Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé ce matin, parce que presque tous les titres, tous les experts, et probablement même la première réaction de beaucoup de spectateurs vont mal l'interpréter. Ce qui se passe maintenant paraît simple en surface, mais en dessous, c'est une manœuvre qui se prépare depuis plus d'une décennie. Et voici la vérité inconfortable. Ce qui s'est produit au cours des dernières 24 heures n'était pas du chaos. C'était une stratégie. Hier, le monde croyait que l'histoire était terminée. Le détroit d'Ormuz, le goulot d'étranglement pétrolier le plus critique de la planète, a soudainement été déclaré ouvert par l'Iran. Presque immédiatement, les marchés ont réagi. Les prix du pétrole ont chuté, les actions ont bondi, les médias mondiaux ont explosé d'optimisme. Même Donald Trump a publié un merci audacieux, entièrement en majuscules, comme si une victoire majeure venait d'être remportée. Rien ne dit mieux profondeur stratégique que de déclarer victoire en lettres capitales avant même que la carte ait fini de bouger. Tous les grands réseaux d'information ont repris le même récit. Les tensions s'apaisaient, un accord approchait et la crise s'effaçait. Pendant un instant, on aurait dit que les États-Unis avaient imposé le résultat qu'ils voulaient. Mais ensuite, ce matin est arrivé. Sans avertissement, l'Iran a tout renversé. Le corps des gardiens de la révolution islamique est intervenu et a réaffirmé son contrôle total sur le détroit. Pas partiellement, pas symboliquement, mais complètement. Des navires ont commencé à faire demi-tour en plein trajet, des pétroliers ont ralenti, changé de route ou sont devenus complètement invisibles, disparaissant des systèmes de suivi. Des rapports ont indiqué que des navires grecs et indiens s'approchaient du détroit seulement pour effectuer soudainement des demi-tours avant d'y entrer. Un pétrolier a complètement cessé de transmettre sa position. Puis est venu le langage soigneusement choisi et incroyablement important. L'Iran n'a pas appelé cela une escalade militaire, il n'a pas appelé cela une pression économique. Il a appelé cela de la piraterie, un vol maritime, accusant directement les États-Unis de contrôle criminel sur les eaux internationales. Maintenant, arrêtez-vous une seconde, parce que c'est ici que la plupart des gens se trompent. C'était pas une réaction soudaine. C'était pas l'Iran qui changeait d'avis. Et c'était certainement pas une escalade aléatoire. Ce qui s'est déroulé en 24 heures était l'exécution d'un plan, un plan qui aurait pu être prédit il y a longtemps par quiconque prêtait attention à la structure profonde du pouvoir mondial, pas seulement au titre, mais au système qui se trouve en dessous. C'est exactement ce que je dis depuis le début, pas hier, pas la semaine dernière, mais depuis le tout début de ce conflit. La réalité, c'est que cette situation n'a jamais vraiment porté uniquement sur la puissance militaire de l'Iran. Elle portait sur quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus patient. Elle portait sur ce que la Chine construit discrètement depuis les 10 dernières années, un système, un réseau, un point de levier qui rend une chose absolument claire. L'Iran n'allait jamais abandonner Ormuz selon les conditions de l'Amérique. Je vais décortiquer cela d'une manière qu'aucun titre ne fera. D'abord, à l'aide d'une logique simple, de la théorie des jeux et de la véritable histoire structurelle, je vais montrer pourquoi la manœuvre de l'Iran n'était pas seulement prévisible, mais inévitable. Ensuite, maintenant que l'Iran l'a démontré en seulement 24 heures, je vais expliquer ce qui vient après. Ce qui s'est passé ce matin n'est pas la fin de l'histoire, c'est le moment où la vraie histoire commence. Commençons par la prédiction, parce que ce qui compte ici, c'est pas seulement ce que j'avais dit qui arriverait, mais comment je savais que cela arriverait. Ce n'est pas une supposition, et ce n'est pas une opinion. C'est une méthode très simple et très puissante. Une fois que vous la comprenez, vous cessez de réagir au titre et vous commencez à voir les résultats avant qu'ils ne se déploient. La méthode commence par une question brutalement honnête. Que veut vraiment chaque joueur? Pas ce qu'il dit publiquement, pas ce qu'il annonce dans les conférences de presse, mais ce dont il a véritablement besoin à un niveau structurel. Dans la théorie des jeux, ce qu'un pays dit et ce qu'il veut réellement sont presque jamais la même chose. Alors décomposons cela clairement. Que disent vouloir les États-Unis? Ils disent vouloir que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Ils disent vouloir que l'Iran recule dans ses ambitions nucléaires. Ils disent vouloir la stabilité, un accord et la fin de la guerre. C'est le récit officiel, le langage de la diplomatie. Mais que veulent réellement les États-Unis?
Les États-Unis veulent prouver quelque chose, pas seulement à l'Iran, mais au monde entier. Ils veulent démontrer qu'ils contrôlent encore le goulot d'étranglement énergétique le plus critique de la planète, qu'ils peuvent forcer une puissance régionale à se soumettre sous la pression, et que leur présence militaire n'est pas seulement symbolique, mais décisive. C'est pas seulement une question de route pétrolière, c'est une question de crédibilité. Si l'Amérique ne peut pas imposer sa volonté dans l'un des endroits les plus stratégiquement importants de la Terre, alors tous les pays qui observent, de la Chine à la Russie, commencent à se poser la même question dangereuse. La puissance américaine signifie-t-elle encore ce qu'elle signifiait autrefois? Maintenant, inversons la perspective. Que dit vouloir l'Iran? Il parle de levée des sanctions, de dégel des avoirs, de souveraineté et de reconnaissance régionale. En surface, cela ressemble à des demandes négociables, des choses qui peuvent être discutées, ajustées et compromises. Mais que veut réellement l'Iran? L'Iran veut quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus permanent. Il veut établir une fois pour toutes que le détroit d'Ormuz est sous contrôle iranien. Pas temporairement, pas conditionnellement, mais structurellement. Il veut que chaque pétrolier, chaque nation importatrice et chaque marché mondial intègre une réalité simple: si vous passez par Ormuz, vous le faites sous l'autorité de l'Iran. Dès que cela devient accepté dans la pratique, tout change. L'Iran n'est plus seulement un État sanctionné. Il devient un gardien stratégique, incontournable, un pays que le monde ne peut pas isoler parce que le monde passe littéralement par lui. Voici le point critique. Ces deux objectifs ne peuvent pas coexister. L'Amérique ne peut pas démontrer sa domination sur Ormuz pendant que l'Iran exerce son autorité souveraine sur celui-ci. L'Iran ne peut pas établir un contrôle permanent pendant que l'Amérique nie activement sa légitimité. Il n'y a pas de juste milieu ici, pas d'équilibre diplomatique ingénieux, pas de compromis permettant de sauver la face. C'est un résultat binaire. Un côté définit la réalité, ou l'autre le fait. C'est pourquoi j'ai dit il y a des mois que l'Iran n'abandonnerait jamais Ormuz selon les conditions de l'Amérique. Pas parce que l'Iran est irrationnel, et pas parce qu'il veut un conflit sans fin, mais parce que abandonner Ormuz signifierait renoncer au seul point de levier qui donne à l'Iran une pertinence stratégique à long terme. Aucun pays ne renonce volontairement à ce qu'il rend important. C'est pas de l'idéologie, c'est de la théorie des jeux. Et pourtant, Washington a continué à se comporter comme si la pression seule pouvait briser cette logique, comme si des bombardements soutenus pouvaient écraser les incitations structurelles, comme si une nation qui se bat pour sa position géopolitique à long terme allait soudainement plier sous une douleur à court terme. C'est le vieux tour de magie de l'ère Trump: appliquer de la pression, annoncer la victoire et espérer que la réalité signera les documents plus tard. Mais l'Iran n'a pas plié. Ce matin, il l'a prouvé. Cependant, la partie que presque personne ne relie correctement n'est pas seulement la raison pour laquelle l'Iran a refusé de reculer, mais la manière dont il a pu le faire. Si vous regardez la situation objectivement, l'Iran a enduré près de 50 jours de pression soutenue, du genre qu'on n'avait pas vu depuis la guerre du Golfe. Sa structure dirigeante a été ciblée, sa position militaire a été mise sous tension et son économie a été poussée jusqu'à des limites extrêmes, avec des estimations internes suggérant que la reprise pourrait prendre des années. Selon tous les critères conventionnels, c'est un pays qui devrait être forcé au compromis. Et pourtant, ce matin, l'Iran n'a pas fait de compromis. Il n'a pas hésité et il n'a pas adouci sa position. Il a refermé Ormuz avec confiance, avec clarté et a ouvertement qualifié les États-Unis d'acteurs engagés dans la piraterie. Alors la vraie question, la seule question qui compte réellement maintenant est celle-ci. Comment un pays soumis à un tel niveau de pression militaire et économique soutenu peut-il non seulement résister, mais encore escalader avec certitude? La réponse à cette question est la clé pour comprendre tout ce qui arrive ensuite. Quelle est la fondation structurelle derrière cette confiance? Pourquoi l'Iran, sous ce niveau de pression, agit-il avec certitude plutôt qu'avec hésitation? La réponse tient en un mot: la Chine. Mais pas la Chine telle que la plupart des gens l'imaginent. Pas les titres, pas la diplomatie, pas les discours et pas les alliances. Je parle de la Chine comme d'un système, d'une architecture économique construite discrètement au cours de la dernière décennie avec un objectif très précis: faire en sorte que si un moment comme celui-ci arrivait, si les États-Unis tentaient d'étouffer économiquement l'Iran
par des sanctions et des blocus, l'Iran ne se briserait pas. Pour comprendre cela, il faut voir le cadre plus large. Pensez-y comme à la décennie du silence. Pendant que le monde se concentrait sur les élections, les conflits et les titres, quelque chose de beaucoup plus profond se construisait en arrière-plan. Une fois que vous comprenez cette décennie, le comportement de l'Iran cesse de paraître surprenant et commence à paraître inévitable. Cette histoire commence vraiment en 2010 à 8, lorsque Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien et a réimposé les sanctions de pression maximale. Ce moment était censé isoler complètement l'Iran, le couper du système financier mondial et le forcer à la soumission. Mais à ce moment exact, la Chine a pris une décision, pas une décision bruyante, pas une déclaration publique, mais un calcul stratégique discret que la plupart des gens à Washington n'avaient pas pleinement compris à l'époque. La Chine a décidé qu'elle deviendrait la bouée économique de l'Iran. C'était pas une question d'amitié ou d'idéologie partagée. La Chine ne l'a pas fait parce qu'elle soutient l'Iran. Elle l'a fait à cause de sa propre vulnérabilité. Une énorme partie de l'approvisionnement énergétique de la Chine, environ un tiers, passe par le détroit d'Ormuz. Cela signifie que tout le moteur industriel de la Chine dépend d'un corridor étroit qui a historiquement été influencé ou contrôlé par la puissance navale américaine. La Chine a observé cette réalité et a compris quelque chose de crucial. Si les États-Unis militarisaient pleinement Ormuz, l'économie chinoise serait exposée d'une manière qu'elle ne pouvait pas se permettre. Alors, au lieu de réagir plus tard, la Chine a commencé à se préparer tôt. Au cours des 10 années suivantes, la Chine a construit un système parallèle, couche par couche, discrètement, patiemment et presque invisiblement. La première couche était financière. La Chine a commencé à acheter du pétrole iranien en utilisant sa propre monnaie, le yuan, au lieu du dollar américain. Cela peut sembler technique, mais c'est en réalité révolutionnaire. Le système financier mondial fonctionne en grande partie grâce à des transactions en dollars traitées par un réseau appelé SWIFT. C'est ce système qui permet aux États-Unis d'appliquer des sanctions en coupant des pays des paiements en dollars. Mais en passant à des transactions fondées sur le yuan, la Chine a créé un canal par lequel l'Iran pouvait encore être payé sans jamais toucher au système du dollar. Pas de dollar, pas de levier. Pas d'accès à SWIFT, pas de contrôle. L'Iran pouvait continuer à exporter du pétrole, recevoir de l'argent et soutenir son économie complètement en dehors de l'outil principal de pression de l'Amérique. La deuxième couche était physique, le réseau maritime souvent appelé la flotte de l'ombre. Avec le temps, la Chine et ses partenaires ont perfectionné des méthodes pour déplacer du pétrole de manière extrêmement difficile à suivre. Les pétroliers éteignaient leur système d'identification, disparaissant effectivement des cartes mondiales de suivi. Les navires changeaient de pavillon, dissimulant leurs propriétés sous différents pays. Le pétrole était transféré d'un navire à un autre dans les eaux internationales, souvent près de l'Asie du Sud-Est, où le brut iranien était mélangé, réétiqueté et reclassifié. Sur papier, il semblait provenir d'ailleurs par exemple de Malaisie. En réalité, c'était toujours du pétrole iranien qui circulait dans le système sans être détecté. Les registres officiels pouvaient indiquer 0 importation iranienne, mais le flux physique du pétrole racontait une histoire complètement différente. Le système ne fonctionnait pas seulement, il était optimisé. Puis est venue la troisième couche, les réserves stratégiques. Pendant que tout cela se déroulait, la Chine stockait discrètement du pétrole, des quantités massives de pétrole. Au fil de quelques années, elle a constitué des réserves estimées entre 1 et 2 milliards de barils, dont une grande partie achetée à prix, réduit auprès de pays sanctionnés, comme l'Iran et la Russie. C'était pas seulement de l'efficacité économique, c'était une isolation stratégique. Ainsi, lorsque les tensions se sont intensifiées et que le détroit d'Ormuz est devenu instable, lorsque les prix du pétrole ont bondi à l'échelle mondiale et que les marchés ont réagi avec panique, la Chine n'a pas bronché, ses raffineries ont continué à fonctionner. Ces industries sont restées stables pendant que d'autres économies se précipitaient pour trouver des approvisionnements et que des agences mettaient en garde contre des pénuries. La Chine avait déjà des mois de sécurité énergétique en réserve. Maintenant, prenez du recul et regardez l'image complète. Un système financier qui contourne les sanctions, un réseau logistique qui dissimule l'approvisionnement et des réserves qui absorbent les chocs. C'est pas une coïncidence.
c'est une architecture. C'est pourquoi l'Iran peut agir comme il le fait, parce qu'il n'est pas seul. Il opère à l'intérieur d'un système spécifiquement conçu pour s'assurer que la pression de l'extérieur ne se transforme pas en effondrement à l'intérieur. Lorsque l'Iran referme Hormuz, lorsqu'il escalade sans hésitation, lorsqu'il utilise des mots comme piraterie avec confiance, cette confiance ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une décennie de préparation que le monde a à peine remarquée. Une fois que vous voyez cela, la vraie question n'est plus pourquoi l'Iran fait cela. La vraie question est ce qui se passe lorsqu'un système comme celui-ci est enfin mis à l'épreuve. Puis vient la quatrième couche, celle que la plupart des gens ne voient toujours pas pleinement, celle qui fait discrètement passer cette situation de l'économie à la puissance stratégique pure, l'espace, pas au sens de la science-fiction, mais dans le sens militaire le plus pratique possible. Les satellites, précisément des systèmes comme le satellite T01B, développés par un réseau commercial chinois souvent associé à des entreprises comme EarthEye et qui auraient été intégrés à la conscience opérationnelle de l'Iran ces dernières années. Ce qui rend cela important, c'est pas seulement le fait que l'Iran ait accès à des satellites, c'est la qualité et l'intégration de cet accès. Nous parlons d'une précision d'imagerie allant jusqu'à une résolution inférieure au mètre, de la capacité à suivre les mouvements, les infrastructures et les déploiements dans toute la région presque en temps réel. Cela signifie surveiller des positions clés comme des bases en Arabie Saoudite, les mouvements navals dans le Golfe Persique et les tendances plus larges de l'activité régionale. Lorsque ce niveau de surveillance est combiné à des flux de renseignements partagés incluant potentiellement des données russes, le résultat est quelque chose de beaucoup plus grand, un réseau de conscience stratifié qui s'étend sur des centaines de kilomètres autour du périmètre stratégique de l'Iran. Comme certains analystes de la défense l'ont formulé de manière générale, la visibilité sur le champ de bataille moderne atteint un point où, si vous pouvez être vu, vous pouvez être ciblé. Cela ne signifie pas des frappes constantes, mais cela change le niveau de confiance avec lequel un pays peut agir lorsqu'il sait qu'il n'est pas aveugle. Maintenant, prenez du recul et reliez les 4 couches. L'indépendance financière face aux sanctions, la logistique invisible grâce au transport maritime de l'ombre, la sécurité énergétique amortie par les réserves et la conscience situationnelle renforcée par les réseaux satellitaires. Voilà ce que j'appelle la décennie du silence. 10 années de construction patiente, délibérée et presque invisible. Pas d'annonce dramatique, pas d'alliance formelle déclarée dans les titres, pas de moment unique signalant ce qui allait venir. Seulement système après système construit discrètement, une couche à la fois. Ce matin, lorsque l'Iran a de nouveau agi dans le détroit d'Ormuz et affirmé son contrôle avec confiance, cette confiance n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle reposait sur toute cette structure. Mais maintenant, faisons quelque chose d'important. Renforçons la position américaine parce que c'est ici que la plupart des analyses deviennent faibles. Elles ne défendent qu'un seul côté. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, vous devez tester les deux camps, honnêtement. L'argument américain est en réalité très simple. La pression fonctionne. De ce point de vue, le blocus fait exactement ce pourquoi il a été conçu. L'économie iranienne est soumise à une véritable tension. Sa monnaie s'est affaiblie, ses perspectives de croissance sont endommagées, des estimations internes suggèrent de longs délais de reprise, l'activité des missiles a fluctué. Il existe des signes, du moins selon cette lecture, que la pression soutenue limite progressivement les options de l'Iran. En plus de cela, les États-Unis n'appliquent pas la pression dans une seule dimension. Ils disposent d'une présence navale stratifiée, de sanctions contre les réseaux pétroliers, de canaux diplomatiques par l'intermédiaire d'acteurs régionaux et d'une préparation militaire continue. Des responsables, y compris des figures comme Pete Hegseth, s'exprimant dans des discussions plus larges sur la défense, ont souligné l'importance de reconstruire et de maintenir la force. L'idée est simple. Appliquer suffisamment de pression constante sur tous les fronts et éventuellement l'autre camp n'a plus d'autre choix que de négocier selon vos conditions. Historiquement, cet argument n'est pas vide. Il existe des exemples où une pression soutenue a contribué à de grands changements de politique, notamment le désarmement de la Libye en 2003 et les campagnes internationales de pression pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, la logique selon laquelle la pression peut fonctionner est fondée sur de véritables précédents. Elle n'est pas irrationnelle.
elle n'est pas sans fondement. Mais voici la faille critique, la partie qui change tout. L'argument américain suppose que la douleur mène à l'effondrement. Ces deux choses ne sont pas identiques. La douleur signifie qu'un pays est sous stress, son économie souffre, sa population ressent la pression. Ces systèmes sont tendus. L'effondrement signifie quelque chose d'entièrement différent. Il signifie que le système ne peut plus fonctionner, ne peut plus se soutenir lui-même et ne peut plus prendre de décisions indépendantes. La distance entre ces deux états, entre souffrir et se briser, est exactement ce que cette structure construite sur une décennie a été conçue pour protéger. Lorsque l'Iran est vu à travers cette lentille, quelque chose devient très clair. Oui, il y a de la douleur, mais il n'y a pas d'effondrement. Le pétrole circule encore, pas librement, pas à son niveau maximal, mais suffisamment. Les revenus arrivent encore, imparfaitement mais fonctionnellement, les systèmes fonctionnent encore, les décisions sont encore prises à l'interne, pas dictées de l'extérieur. Cela signifie que l'Iran possède encore quelque chose d'incroyablement important, le choix. Il peut choisir quand escalader, il peut choisir quand faire une pause, il peut choisir quand négocier et quand se retirer. Voilà la différence. Pendant plus de 50 jours, l'objectif de la pression maximale était de forcer l'Iran dans une position où il n'aurait plus de choix, où il devait répondre, devait céder et devait accepter les conditions. Mais ce que nous voyons à la place est l'inverse. L'Iran n'est pas forcé de prendre des décisions, il les prend. L'écart entre ces deux réalités, l'écart entre être forcé et choisir, n'est pas aléatoire. Cet écart, c'est la Chine. Maintenant, laissez-moi expliquer ce que je pense qu'il se passera ensuite, parce que ce qui s'est produit ce matin n'était pas aléatoire. C'était un signal. La seule façon de lire correctement ce signal est la même que celle que nous avons utilisée pour lire tout le reste, par la théorie des jeux, l'histoire structurelle et les véritables incitations. Pas les titres, pas les émotions, pas les réactions de surface. À partir de maintenant, cette situation peut prendre 3 trajectoires structurelles. La première possibilité est celle qu'espère Washington. La pression économique et militaire accumulée finit par franchir le seuil et l'Iran accepte un accord avant l'expiration du cessez-le-feu. Dans ce scénario, l'Iran fait un calcul froid. Le coût de la poursuite du conflit devient plus élevé que le coût de l'acceptation des conditions. La composante financière devient décisive. Les rapports faisant état de dizaines de milliards d'actifs gelés, négociés quelque part entre les offres initiales basses et les exigences iraniennes plus élevées, commencent à ressembler à un compromis réalisable. Un cadre est conclu, les deux camps s'avancent et déclarent victoire. Donald Trump revendique un succès stratégique, l'Iran affirme avoir préservé sa souveraineté et encore une fois le théâtre serait parfait. Washington reçoit les applaudissements, Téhéran conserve le levier et Trump peut vendre le reçu comme s'il avait construit tout le magasin. Mais la vraie histoire ne serait pas dans les titres, elle serait enterrée dans la structure de l'accord. Même si l'Iran le présentait comme une défense de sa souveraineté, la preuve qu'il n'a jamais renoncé au contrôle, l'Amérique le présenterait comme un triomphe diplomatique, comme la preuve que la pression soutenue a forcé l'Iran à revenir à la table des négociations. Les deux camps revendiqueraient la victoire et, dans un sens politique étroit, les deux auraient raison. Mais le véritable résultat se trouverait sous les déclarations publiques. Même dans le cadre d'un accord formel, l'Iran pourrait encore préserver une influence pratique substantielle sur le détroit d'Ormuz. Les voies maritimes pourraient rester techniquement ouvertes, et pourtant le transit pourrait encore fonctionner dans des paramètres façonnés par la supervision iranienne. Le trafic maritime pourrait continuer à circuler, mais seulement à travers un cadre de sécurité dans lequel l'Iran resterait un acteur indispensable. Le corps des gardiens de la révolution islamique conserverait probablement un rôle opérationnel visible, non pas comme un acte de confrontation ouverte, mais comme un rappel d'une autorité durable. L'Iran décrirait cela comme une gestion régionale responsable. Washington appellerait cela une désescalade réussie. Les marchés célébreraient la stabilité. Les titres déclareraient la crise résolue. Pourtant, la réalité plus profonde serait beaucoup plus complexe. Le détroit serait peu être ouvert, mais l'équilibre du pouvoir aurait changé. La voie maritime ne serait plus simplement perçue comme un passage international
Elle serait de plus en plus comprise comme un corridor où l'influence iranienne est structurellement intégrée, reconnue dans la pratique, même si elle n'est pas pleinement reconnue en public.